Je vais inviter maintenant notre prochain conférencier, M. Thomas Morier, agronome, chargé de projet chez Géomont, à me rejoindre. Monsieur Thomas Morier a complété un baccalauréat en agronomie, profil de sol et environnement, et une maîtrise portant sur la gestion de l'azote à l'aide de la télédétection. Il offre présentement du soutien géomatique aux conseillers de clubs agro-environnementaux via Géomont. D'autre part, il a démarré une entreprise de nivellement à forfait, en plus d'offrir des services de planification de nivellement adaptés aux besoins des producteurs agricoles. Céline, bonjour tout le monde. Merci d'être présent pour la présentation. Je sais qu'on a eu un bon dîner, mais avec la tarte au sucre, peut-être que la plupart d'entre vous vont rester réveillés jusqu'à la fin, je l'espère. Donc, comme vous voyez, je vais vous parler de l'interopérabilité, l'interconnectivité des systèmes en agriculture de précision. Donc, je trouve que c'est un sujet qui a de l'air assez abstrait dit comme ça. J'ai décidé de commencer avec une mise en contexte très simple, avec qu'est-ce que la norme ISO 11783, communément appelée la norme ISOBUS. Les producteurs savent très bien, si on recule une couple d'années, qu'est-ce que ça peut avoir dans la cabine d'un tracteur, avec tous les différents équipements d'agriculture de précision qui sont de plus en plus accessibles. Bien, cette norme ISOBUS-là vient justement simplifier la communication entre l'équipement agricole et l'ordinateur du tracteur. Donc, c'est un standard que l'industrie a décidé d'adopter. Et le principe, c'est assez simple. On a une unité de commande électronique sur le tracteur avec un terminal virtuel ou un second écran. Et on connecte le tout avec, dans ce cas-ci, un connecteur ISOBUS qui va faire la communication entre l'équipement et le tracteur. Fait que ça, c'est bien beau, c'est disponible sur le marché, les machines sont de plus en plus ISOBUS ready, mais il n'empêche que si on veut vraiment adopter les techniques d'agriculture de précision, comme qu'on nous parle depuis ce matin, l'azote à taux variable, les semis à taux variable et toutes ces données-là, on n'a pas le choix de passer par des logiciels, puis le gestionnaire d'entreprise agricole ou le conseiller agricole va devoir s'amuser avec ces logiciels-là, tous les formats de fichiers, pour envoyer des données au contrôleur de tâches. Il y en a qui, rendus à cette étape-là, ils décrochent. Fait que le but de la présentation, c'est un peu de faire la lumière sur ce sujet-là. Donc, comment on va s'y prendre? On va commencer par la partie un peu plus théorique et moins intéressante sur les quelques définitions des concepts. On n'a pas le choix. Ensuite, on va voir quelques exemples, c'est non exhaustif, de qu'est-ce qu'on peut faire avec ces différents logiciels-là et toutes ces données-là, en fait. Il y a des exemples de, mettons, chaulage, taux variable, cartographie des rendements qui commencent à être de plus en plus valorisés. Et aussi la gestion de l'eau, le nivellement, le drainage. On a parlé ce matin qu'au Québec, c'est une réalité incontournable. Ensuite, il y a d'autres logiciels de gestion de champ que je vais présenter vraiment brièvement. Mais de même pour les systèmes d'information géographique et quelques petits outils GPS qui, malgré l'arrivée des iPhones et tout, ont quand même une certaine utilité. De même que les applications mobiles, les applications web, une brève conclusion. Donc, c'est quoi l'interopérabilité? Je m'étais posé la question moi-même. Exactement, c'est la capacité que possède un système à fonctionner avec d'autres systèmes existants ou futurs, et ça, sans restriction d'accès ou de mise en œuvre. L'exemple le plus facile à nommer, c'est tout le monde utilise un ordinateur presque aujourd'hui. Bien, on a des différents systèmes d'exploitation comme Windows, de plus en plus Apple qui prend du marché. Bien, tous ces systèmes-là, même Linux aujourd'hui, on peut arriver à faire des programmes ou certains documents. Donc, les systèmes d'exploitation vont se parler entre eux. C'est de plus en plus une réalité, donc ça simplifie grandement les choses. Et l'interconnectivité, c'est la capacité que possède un système à fournir une connexion avec un autre système. Alors, on a parlé de la norme ISOBUS en mise en contexte, au niveau agricole, au niveau informatique, un bon vieux port USB, tout le monde connaît ça, puis ça fait bien le travail. Donc, c'est un peu ces concepts-là qui sont appliqués en agriculture. Avant de commencer, je sais que pour qui il y en a, c'est vraiment évident, mais je vais être sûr que ça soit clair pour tout le monde. S'il y a une chose que vous pouvez retenir aujourd'hui de cette présentation, si vous avez des données à extraire, arrangez-vous pour trouver un format shapefile, puis après ça, on devrait être capable de faire de quoi avec ça. Donc, le shapefile, c'est un format géospatial de données vectorielles qui a été développé par Esri. En fait, données vectorielles, c'est tout ce qui est point, ligne, polygone. Et en agriculture, un exemple qu'on voit sur la slide, c'est un plan de ferme. Donc, ça contient finalement 3 fichiers, le fichier SHP comme tel, le fichier shapefile, le fichier SHX et le DBF. Le DBF, c'est un peu comme une feuille Excel où on a tous les attributs qui sont enregistrés dans la table.
Fait que dans ce cas-ci, sur un plan de ferme, c'est assez simple. On a les 3 champs, 17, 18, 19, qui ont plein d'autres attributs qui sont enregistrés avec eux, comme par exemple la superficie en hectares. C'est un exemple vraiment simpliste de genre de données qu'on peut loguer et ensuite qu'on peut utiliser comme tel. La même chose au niveau des données matricielles, donc toutes les images qu'on peut utiliser en agriculture de précision, de plus en plus avec l'imagerie satellitaire, les drones, ça devient une réalité qui est non négligeable. Bien, c'est pas des lignes, c'est pas des points, des polygones, c'est vraiment une image, puis pour chaque pixel qui est dans l'image, il y a une coordonnée XY qui est attribuée avec une valeur. Fait que quand on parle d'une image, une photo aérienne, ça va être une valeur en rouge, vert, bleu, comme dans l'exemple ici. Fait que si on zoome sur une partie du champ, on voit très bien chacun des pixels qui forment l'image, et chacun de ces pixels-là a une coordonnée en X et en Y et une valeur de rouge, vert, bleu qui est attribuée, c'est ça que le logiciel affiche. Fait que, peu importe le logiciel que vous allez devoir utiliser pour faire des cartes à taux variable ou peu importe, si vous voulez intégrer d'autres données, si vous avez un shapefile ou du géotiff, d'autres formats, mais normalement c'est des formats assez communs, on arrive à trouver une manière de convertir tout ça et normalement ça ne crée pas trop de problèmes. Donc, on va commencer immédiatement avec l'aspect plus pratico-pratique de qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces systèmes-là. On sait que la technologie est là, mais qu'en est-il de l'application au champ comme tel? Avec le cholage d'eau variable. Donc, je commence par exemple avec le système Greenstar de John Deere. Lui, c'est un système qui est assez simple comme tel. Il a besoin de seulement 3 fichiers. Un fichier GRX, FD-Data, FD-Shape. Et la manière la plus simple d'arriver à produire ces fichiers-là, c'est d'utiliser le logiciel du manufacturier, comme d'habitude. Donc, dans ce cas-ci, ça serait le logiciel Apex. Par contre, il y a une très grande interopérabilité de d'autres logiciels disponibles sur le marché, comme par exemple les logiciels FarmWorks de Trimble, puis le logiciel SMS de AgLeader Technology. C'est des logiciels qui vont lire des formats de fichiers de plein de compagnies, puis être capable d'exporter ça dans les 3 fichiers nécessaires pour le système Greenstar. Et encore, comme ça revient avec ce que je disais au début, si on a un bon vieux shapefile, il y a plein de petits utilitaires qu'on peut trouver sur Internet qui nous permettent de convertir ça dans les fichiers qu'on a besoin. C'est ce que je vais vous présenter pour cet exemple-là. On a un utilitaire qui s'appelle le John Deere RX Converter. C'est vraiment très simple. On ouvre un shapefile, on définit dans le fond de notre shapefile, on a un champ attribué par exemple à de la chaux dans ce cas-ci. Ça revient au même que d'avoir un numéro de champ ou une superficie en hectares qu'on avait dans le shapefile de la financière agricole. Et ça crée comme notre carte, on voit que des différentes doses d'application. Puis on a la légende ici, puis on paye sur Export et ça sort les fichiers. Donc, moindrement que le système est bien installé, ensuite, au champ, ça devrait bien fonctionner. Ce petit utilitaire-là, je l'ai présenté parce qu'il est intéressant, parce qu'il est gratuit et simple d'utilisation. Il génère les fichiers vraiment rapidement, c'est pas très compliqué. Et on peut l'appliquer, ça c'est un exemple de cholage taux variable, mais pour toutes les prescriptions à taux variable, le système à taux variable, fertilisation, c'est le même principe. Il faut juste générer un shapefile en conséquence, qu'est-ce qu'on veut appliquer. Par contre, il faut déjà avoir un shapefile, c'est facile à créer, mais quelqu'un qui n'a peut-être pas accès à d'autres logiciels, ça peut être limitant. Mais je vais revenir plus tard, mais il y a InfoSol là, qui est une application web où on peut créer nos propres shapefiles à partir de données de photos aériennes, de données d'élévation. Donc, c'est de plus en plus facile d'arriver à produire ça et de l'utiliser ensuite dans des petits utilitaires comme le John Deere RX Converter. Ce qui est maintenant des cartographies de rendement, on sait que ça fait longtemps que ça existe, mais ça commence à être de plus en plus simple à utiliser. Quand ça a commencé, souvent les données restaient dans la batteuse, c'était un peu trop compliqué de les sortir, mais de plus en plus les compagnies travaillent à simplifier l'agriculture de précision. Donc, par exemple, les systèmes AgLeader vont afficher la carte à mesure que l'opérateur bat son champ. C'est vraiment super user-friendly pour la plupart des opérateurs. Et ensuite, sortir les données, normalement, encore une fois, quand on reste avec les logiciels du manufacturier, ça va mieux. Si on avait un système John Deere, on prend Apex, pas grand-chose à vous montrer ici, c'est déjà tout intégré. Par contre, il y a d'autres systèmes un peu plus capricieux. Fait que, je vais vous en présenter un, le système FieldStarter d'AGCO. Moi, quand j'arrive avec un cas que je ne connais pas, je commence toujours par me dire, bon, manufacturier d'équipements agricoles, c'est AGCO. Ensuite, manufacturier d'équipements d'agriculture de précision. Ensuite, je continue, je me dis, bon, c'est quoi le logiciel qui devrait fonctionner avec ça? Et dans ce cas-ci, est-ce que je suis capable d'importer des données qui viennent d'un système FieldStarter? Donc, si on regarde avec AGCO, le cheminement le plus linéaire possible, ça serait de regarder avec Topcon Precision Agriculture, qui collabore souvent avec AGCO, qui, eux, ont acheté le logiciel SGS Agronomy que AGCO avait, mais qui ont vendu à Topcon et qui ont renommé
SGIS Pro ou Farm selon le montant que tu payes avec les fonctionnalités dans le logiciel. Et j'ai pas pu l'essayer parce que je connais personne qui l'utilise. Puis les démos sur Internet, il faut les activer. Donc je peux pas vous dire s'il marche bien. Dans ce temps-là, on se revient vers d'autres manufacturiers qui utilisent des logiciels qui sont vraiment interopérables, comme SMS, qui est développé par AgLeader. Donc normalement, on peut lire des cartes de John Deere, de Case ou n'importe quoi. Dans ce cas-ci, il y avait un bug, ça ne marchait pas vraiment. Et on ouvrait les cartes, puis il y avait seulement quelques points qui s'ouvraient. Normalement, ça serait supposé fonctionner. Je suspecte que c'est un bug de version. Il y a une mise à jour qui a été faite, mais je n'ai pas testé. Donc, on regarde vers l'autre principal manufacturier d'équipement, avec Case New Holland, qui font affaire avec Trimble, qui ont acheté le logiciel FarmWorks, qui ressemble un peu à SMS, qui est vraiment interopérable, il peut lire plusieurs formats de fichiers. Et dans ce cas-là, ça fonctionne. Donc, en agriculture de précision, quand ça ne marche pas le premier coup, il ne faut pas se décourager. Il y a toujours un logiciel en quelque part qui arrive à faire ce qu'on veut, il faut juste prendre le temps de les essayer. Et c'est ça, juste pour expliquer un peu comment ça fonctionne, chaque système a un peu ses particularités. Dans le cas du système FieldStarter d'Agco, il fallait un peu comprendre comment ça marchait. Dans ce cas-là, chacune des tâches que l'opérateur de la batteuse effectue au champ sont enregistrées dans 3 fichiers, un fichier bin, SYN puis XML, qui eux sont reliés à un fichier taskdata.xml. C'est ça, dans le fond, qu'on va utiliser pour lire les données. Donc, si un producteur il veut vous envoyer les données, mais il ne faut pas juste qu'il envoie le fichier taskdata, ça prend aussi tous les fichiers qui sont dans le même répertoire. Sinon, c'est juste un lien, il n'y aura pas les données qui pourront être lisibles. Donc, dans le shell FarmWorks de Trimble, c'est assez simple rendu là. On va dans la bonne catégorie, là, qui est les Agco Task Controller, les fichiers XML. On va choisir le fichier XML comme tel qui était dans le répertoire. Puis ensuite, tous les jobs qui ont été faits au champ apparaissent, puis on choisit là où les champs importés. Puis dans FarmWorks, dans SMS, dans la plupart des logiciels, il y a des filtres qu'on peut appliquer directement à l'importation. Donc, si on veut réduire, dans le fond, on peut importer les points plus petits qu'un rendement minimum. Par exemple, quand l'opérateur lève la table et qu'il y a du grain qui commence à diminuer sur la plaque d'impact, ça crée des valeurs aberrantes. Ça, on peut déjà toutes les filtrer pour ne pas les nettoyer par la suite. Ensuite, une fois que c'est dans le logiciel, c'est vraiment assez user-friendly. C'est dépendamment des licences, c'est toujours ça, là, le point nébuleux là-dedans. On peut faire plusieurs représentations des mêmes données. Donc, une carte de points comme telle ou une carte de contour. Puis, dans le cas du logiciel, tu as la légende qui montre les rendements pour chacun des intervalles. Fait que, ici, je ne présenterai pas le logiciel SMS parce qu'il est assez similaire à celui de FarmWorks. Par contre, je vais essayer de faire un résumé de qu'est-ce qui est interopérable au niveau de ces deux logiciels-là, puis avec les licences aussi. Donc, au niveau de FarmWorks, la FarmWorks View, c'est un logiciel qui est gratuit. Fait que, c'est intéressant parce qu'on peut quand même importer les tâches, on ne peut pas les exporter. Et on peut faire des cartographies de points seulement. Fait que si, par exemple, un conseiller, un producteur qui veut des cartes de contour ou des cartes de grille, ben là, tout bad, il faut acheter la licence de mapping qui, lui, va permettre d'importer, d'exporter les cartes en shapefile, par exemple, puis de créer des cartes de grille, puis de contour, comme que j'ai montré tantôt. Mais l'aspect le plus important, ce matin on avait parlé pour limiter les zones de gestion, c'est que ces logiciels-là vont permettre de faire de l'analyse pluriannuelle de rendement, déjà tout intégré, fait que c'est assez simple à utiliser. Ensuite, le producteur peut passer à une autre étape, puis créer des zones de gestion, puis continuer à son analyse sur sa ferme. Puis il y a déjà des formules mathématiques là, pour les applications autovariables qui sont déjà intégrées dans le logiciel. Au niveau de SMS, c'est un petit peu différent. La version démo qui fonctionne quelque temps, une fois qu'elle est expirée, elle permet quand même d'importer les données et de les exporter. On ne peut juste pas générer de cartes. Donc, si on veut faire une carte de points, on n'est même pas capable. Il faut exporter un shapefile puis ouvrir ce shapefile-là dans un autre logiciel. Avec la version basic, on peut importer et exporter tous les formats de cartes qu'on peut créer. Et avec la version Advanced, ça ressemble dans le fond à FarmWorks Mapping, où on a les annexes de corrélation puis les analyses pluriannuelles. Fait que, veux pas, c'est des systèmes, c'est des logiciels qui se ressemblent un peu au bout de la ligne. Ils ont chacun leur petite particularité, mais c'est assez similaire. Je prends le temps de mentionner quelques autres logiciels. Là. Le AFS View, qui est un peu l'équivalent du FarmWorks View, mais du côté plus de case. Il y a un logiciel qui est vraiment intéressant, c'est Field Operations Viewer, FO Viewer, qui a tous les drivers pour tous les systèmes. C'est mis à jour assez
assez fréquemment là, par la compagnie Mapshots. Fait que des fois, quand on a des problèmes, on n'est pas capable avec un logiciel que vous possédez. Par exemple, si vous avez SMS puis Apex, puis que ça vous prendrait Farmworks, ben, des fois, juste essayer ce petit logiciel-là, ça va vous permettre de sortir les données, créer un shapefile que vous allez pouvoir réimporter ensuite dans un de vos deux logiciels. Il y a un autre logiciel que lui, c'est plus pour faire du nettoyage de cartes. Donc, si à l'importation ou lors de la collecte des données, il y a vraiment beaucoup de points aberrants, ben, ça peut être un logiciel qui vaut la peine d'être exploré. C'est développé par le département d'agriculture aux États-Unis. Et la version 2 est beaucoup plus simple d'utilisation que la première version qui avait été développée. Donc, maintenant, le nivellement, il y en a beaucoup qui en font déjà dans la région et partout au Québec. Moi, je résume ça vraiment très sommairement. J'essaie de faire le tour en présentation. Mais si on dit qu'il y a deux approches, la première, c'est l'approche laser, où évidemment, on a des pentes linéaires seulement, c'est des planches droites, puis on coupe le champ en sections en s'assurant que les joints ils sont corrects. Et l'approche plus GPS, puisque les pentes sont infiniment variables. Puis souvent, ça prend un logiciel de planification pour donner des données justement dans le système du tracteur pour être capable d'opérer la niveleuse. Donc, je vais me concentrer plus sur la partie GPS parce que souvent, ça nécessite une planification qui va nécessiter des logiciels. Pour ce qui est du système de GPS, AGPS, là, que dans le fond, c'est John Deere, pour niveler, ben, le producteur, ça il prend un fichier AGD, ça c'est comme le nouveau format, ou la bonne vieille manière qui était de produire un fichier CTL, GPE et FBG, ça fonctionne toujours. Donc le fichier GPE, c'est comme les données de la microtopo avant nivellement. Le fichier FBG, c'est les données qui sont planifiées, donc les données de design. Puis la différence entre les deux va créer la carte de couleur de cut and fill dans le logiciel. Donc, si on a un système AGPS, ben, on n'a pas le choix. Tu as deux options pour planifier. C'est AGPS Shape ou OptiSurface. Puis les deux ont une approche de nivellement comme au GPS, entre guillemets, où on peut produire des lignes courbes. Et pour faire le plan, ben, ça prend un relevé en format SVY ou AGS. Et dans le fond, le logiciel OptiSurface, lui, crée ses fichiers dans un format OSD qui ensuite va exporter les données dans le format nécessaire. Les producteurs qui ont un système AGPS TopCon, eux autres, ben, ils n'ont pas le choix. Ça prend un fichier AG3 qui est fait avec le logiciel Agform 3D. Ce logiciel-là, il y a deux approches à la fois. On peut faire des approches laser, on peut découper le champ en sections, mettre des pentes comme ça au niveau laser. Il y a aussi une approche plus GPS avec des lignes courbes, mais la jonction de toutes ces sections-là ne se fera pas automatiquement. Ensuite, pour ce qui est des systèmes Trimble, ça prend un fichier .gps, puis ça, c'est pas un fichier texte là, comme du GPE ou du FBG qu'on trouve chez AGPS. Donc, on ne peut pas les éditer dans Excel ou dans Bloc-Notes. Il faut vraiment passer par un des deux logiciels pour les créer, un peu comme le logiciel de TopCon. Donc, là, dans ce cas-là, on prend soit le logiciel qui vient plus avec Trimble, qui est Multiplane, ou OptiSurface. Multiplane va avoir une approche laser seulement, tandis qu'OptiSurface va pouvoir faire des lignes courbes. Et je vais passer rapidement les forces et avantages de chacun des logiciels. Niveau de Multiplane, ses grandes forces, c'est qu'il est spécifiquement conçu pour le système Trimble. Donc, quand tu as une topo qui vient d'un système Trimble dans un fichier Multiplane, un fichier Multiplane.txt, ben, tu l'ouvres directement dans le logiciel, tu n'as pas de conversion à faire, puis ça marche numéro 1, il n'y a pas de problème. Aussi, tu peux redimensionner tes sections dynamiquement. Donc, si tu te dis « Ah, je voudrais changer un peu ma section-là, je veux la recouper un peu plus haut ben, », tu es capable de la modifier. Comparativement dans Agform, où il faut que tu fusionnes tes deux sections, puis tu recoupes plus loin, puis tu rentres tes pentes à chaque fois. Ben, ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Au niveau des faiblesses, c'est qu'il y a une approche laser seulement. Avec un producteur qui est dans une région qui est peut-être un peu plus vallonnée avec du relief, ben, peut-être qu'une approche plus GPS avec des lignes courbes serait avantageuse. La visualisation 3D est moins performante que dans Agform, par exemple. Puis il y a une faible interopérabilité qui est en même temps un avantage parce que c'est spécifiquement conçu pour le système Trimble, fait qu'il n'y a pas de problème quand on travaille avec ce système-là. Mais dans cette optique-là, c'est un petit peu dispendieux parce que ça fait juste ça. Fait que, mettons un club ou un conseiller qui n'a pas assez de clients qui utilisent ce système-là va avoir la difficulté à rentabiliser le logiciel. Niveau d'Agform 3D, niveau de l'interface visualisation, c'est vraiment génial, c'est assez bien fait. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'on peut importer des topos en UTM pour faire des planifications laser. Puis on peut réexporter les données de cut and fill, puis les données des points de section pour retourner au champ, planter des drapeaux pour le producteur.
Au niveau des faiblesses, c'est que lui aussi travaille un format de fichier unique, le fichier AG3. Par contre, il permet d'exporter les données quand on veut faire du laser, fait que ça compense un petit peu. Et son autre faiblesse, c'est quand on fait des lignes courbes là, en PWCS, c'est pour une section du champ seulement. Fait que si on découpe un champ en 2 ou 3 sections en PWCS, il va falloir s'assurer manuellement de vérifier que les joints ils sont corrects entre chacune des sections. Ça nous amène à parler du logiciel de OptiSurface, qui lui, c'est comme des lignes courbes en PWCS, mais que les joints se font automatiquement sur l'ensemble du champ. C'est comme le mieux à ce niveau-là. Et c'est un logiciel qui est intéressant parce que les volumes de taille balancent sur l'ensemble du champ ou des sous-zones qu'on peut nous-mêmes définir. Donc, il est beaucoup plus facile à utiliser qu'AGPS Shape Pro. Par contre, il y a beaucoup de versions de mise à jour. Il y a des bugs à vérifier selon que le producteur, dans son tracteur, il n'y a pas telle version du système. Fait que, il faut quand même les connaître un petit peu pour être sûr que ça fonctionne bien rendu au champ. Et c'est un coût à l'hectare. Fait que, mettons des conseillers qui en font vraiment beaucoup, ça peut finir par coûter cher aussi. Fait que tu n'as comme jamais fini de le rentabiliser. Et quand tu exportes un champ avec la nouvelle version, c'est minimum 6 hectares. Et maintenant, c'est ça, c'est l'AGU qui va s'occuper des crédits et tout. Fait que on ne passera plus directement par OptiSurface comme tel, là, qui est en Australie. Donc, je vais faire une petite précision au niveau des systèmes de Trimble là, au champ là, pour niveler, avec le système AgGPS Field Level 2. Il y a des petites particularités des fois qui sont intéressantes à savoir si on ne veut pas perdre de temps au champ. Comme je disais tantôt, pour niveler, ça prend un fichier .gps. Mais dans l'écran du tracteur, là, le Trimble FMX, il faut activer qu'on veut le niveler avec un plan. Donc, il faut aller dans les paramètres de Field Level 2, puis on prend des multiplanes design. Ensuite, sur la clé USB, il faut copier le fichier .gps dans le sous-dossier multiplane design du dossier avec GPS. Et un autre petit détail important à savoir, c'est qu'il faut créer un nouveau champ. Fait que si le producteur a fait sa topo dans son système, champ 1, il faut créer un nouveau champ, mettons champ 1B ou champ 1 nivellement, pour que ça fonctionne, sinon ça peut créer des problèmes. Et c'est ça, une fois que tout ça est créé, dans le champ qui a été créé, on peut ouvrir le fichier .gps et c'est prêt à niveler, il n'y aura pas de problème. Une autre chose qui est importante à faire attention avec ces systèmes-là, c'est au niveau du fichier multiplane comme tel. Moi, ça m'arrive d'avoir des producteurs qui m'amènent des données, ils ont un système Trimble avec GPS, ils mettent leur système sur leur 4 roues, ils font leur micro-topo, donc ils ont une très bonne précision. Mais ils veulent encore niveler au laser parce qu'ils n'ont pas débarré l'écran pour toutes sortes de raisons que ce soit. Donc là, ça devient nécessaire que si on veut faire une planification puis que tout le champ soit à bonne place, de faire une conversion pour s'assurer que le champ ne soit pas en décalage en angle par rapport au master benchmark. Sur la carte, on voit au bout de la flèche rouge. Ça fait que pour un champ qui est moindrement long, au bout du champ, il y a vraiment un décalage entre les coordonnées corrigées, qui sont les coordonnées réelles, et les coordonnées non corrigées. Donc ça, c'est des petits trucs à faire attention. Nous, chez Lomond, on a développé une procédure dans Excel là, où on rentre notre fichier, puis avec un petit règle de 3, on arrive à corriger les points. Ce n'est pas automatique, là, mais au moins on arrive à corriger les points. Ça, c'est des trucs importants parce que c'est déjà arrivé que des producteurs arrivent au bout du champ et disent je suis supposé couper, ça remplit, puis ça ne fit pas avec la ligne de fossé. Ça, c'est des trucs à faire attention. Au niveau des logiciels de gestion de champ, il y en a plein, là, je vais me limiter aux principaux. Par exemple, le logiciel gestionnaire Champo 360 de Financement agricole Canada. Il est appelé à être de plus en plus utilisé par les agronomes. Là. Il y a de plus en plus de fonctionnalités intéressantes au niveau de l'agriculture de précision. Dans le fond, c'est tout le gestionnaire de champ pro. Puis le 360, c'est comme la partie plus agriculture de précision, système d'information géographique, tout ce qui est géomatique. C'est possible de télécharger des imageries satellitaires récentes. On peut importer des données, évidemment des shapefiles. Mais c'est intéressant parce qu'on peut aussi ouvrir directement des données qui viennent d'un système Greenstar de John Deere. Sauf que si un producteur a un autre système, là, c'est peut-être pas parfaitement compatible encore. Il faut encore passer par d'autres logiciels pour créer des shapefiles et les ouvrir dans ce logiciel-là. Et ceux qui ont des petits GPS Garmin avec des waypoints qui sont enregistrés dans un fichier GPX, ils peuvent les importer directement. Ça, c'est pratique aussi pour les agronomes qui font du diagnostic au champ. On a aussi le volet plus revenus-dépenses qui sont directement liés au logiciel comme tel. Puis il y a une version mobile qui est disponible, qui a été développée par le JAG.
Donc, le GIAC, justement, eux, ils ont un autre logiciel qui s'appelle Registre Plus, qui est extrêmement stable. C'est un logiciel qui a été prouvé. C'est intéressant parce qu'il est développé ici, donc il intègre toute la partie réglementaire du PAF. Il permet d'importer et d'exporter des données de divers formats géomatiques. Là. Il est assez ouvert. C'est assez rapide et simple de faire des cartes thématiques là, au niveau de toutes les données que tu vas déjà avoir générées dans le logiciel. Et puis, il y a déjà des outils intégrés, comme par exemple, si on veut préparer une campagne d'échantillonnage de sol, ben, le logiciel a déjà ces fonctions là-dedans, ou la fusion-division de champs, tout ça. Donc, c'est intéressant aussi pour ça. Puis, il y a une interface GPS pour l'échantillonnage au champ. Donc, il y a comme un semblant de petit guidage là, qui peut être utilisé au champ pour aller prendre les échantillons. Sinon, il y a SIGA-Champ, développé par SIGA Informatique avec le module géomatique. Encore une fois, c'est développé au Québec, donc toute la partie réglementaire du PAF est intégrée dans le logiciel, c'est intéressant. Lui, il marche en deux modes. On peut juste afficher des données, comme des données shapefile, vectorielles ou matricielles. On peut aussi importer des shapefiles pour ensuite les éditer. Par exemple, on importe un shapefile de la financière agricole, on peut ensuite le modifier selon les spécifications qui auront changé dans le temps. On peut faire beaucoup d'impressions, de petits rapports rapides, il est assez intéressant là-dessus. Et lui, il y a une fonction qui est unique, c'est l'exportation de plans à valeur ajoutée. C'est tout simplement, dans le fond, un semblant de capture d'écran de tout ce qui est dans l'écran. Si tu as des données matricielles, mettons des orthophotos avec des couches vectorielles, des données pédologiques, des données de points de rendement, n'importe quoi, tu es capable d'imprimer ça dans un fichier BIMMAP géoréférencé. Tu peux soit imprimer à grand format ou utiliser dans d'autres logiciels. Par contre, SIGA-Champ est appelé un peu à être remplacé graduellement là, par le logiciel Geofolia. De ce que j'ai compris, la sortie prévue de Geofolia serait pour le printemps 2015. Donc, ça va inclure, ça va être une refonte complète du logiciel, évidemment. Ça va inclure des imageries Bing, par exemple, l'importation directe de cartes de rendement provenant des manufacturiers. Puis ça va être multiplateforme, va avoir une version mobile, évidemment. Puis, de ce que j'ai compris, la partie réglementaire du PAF continuerait de se faire dans SIGA-Champ là, pour ce qui est du printemps 2015. Ça m'amène à vous parler très rapidement des systèmes d'information géographique. Une fois qu'on importe de plus en plus de données, là, on a des données de rendement, de pédologie, d'orthophoto, les logiciels comme de champs de manufacturiers peuvent atteindre une certaine limite quand on travaille à une échelle importante. Par exemple, les conseillers agricoles, des fois, ça peut être plus simple de travailler dans un système d'information géographique. Les principaux qu'on retrouve actuellement en agriculture, c'est ArcGIS, toute la suite TNT, dont TNT MIPS, qui est la version la plus évoluée. Au niveau de l'open source, il y a QuantumJS qui fait très bien le travail là, à l'échelle d'un producteur agricole, même plus grand. Il y a GrassJS qui est un peu moins user-friendly, mais qui a des très bons algorithmes là, pour l'interpolation et tout. Donc ça, c'est un exemple de données qu'on peut inclure dans un système d'information géographique. Si on travaille à l'échelle de la MontéréJS, on a toutes les données LIDAR, les courbes de niveau, l'analyse hydrographique. C'est extrêmement lourd, le logiciel va gérer ça quand même assez efficacement. Ça dépendamment de l'objectif poursuivi, ça peut être des logiciels qui ont leur place aussi là, pour faire soit de l'interpolation, ensuite créer des shapefiles et exporter ça pour des logiciels vraiment d'agriculture de précision. Ensuite, une application qui est répandue, c'est des positeurs qui nivellent au laser. Comme chez nous, on utilise un système d'information géographique dans le tracteur. On fait notre planification dans AgFarm, on exporte les données. Ensuite, quand on nivelle, on se voit en temps réel dans l'écran, on voit où ce qu'on doit couper, remplir, on voit nos limites de section, où il faut changer les pentes. Fait que la nuit, c'est vraiment pratique, on gagne en efficacité. Et c'est ça, c'est un système qui est interconnectable parce qu'on se branche un récepteur GPS en USB, puis on peut faire plein d'autres applications. Par exemple, des analyses de sol géoréférencées. Si vous avez un bon vieux Toughbook qui traîne, vous pouvez mettre un système d'information géographique dessus. Vos shapefiles, ensuite vous pouvez aller au champ avec une petite antenne à environ 40 $, puis c'est sûr, c'est la précision d'un système OAS, mais quand même, ça permet d'aller géoréférencer des points au champ. Donc, il y a plein d'applications possibles et c'est ça qu'on arrive à faire. Il y en a encore qui ont, malgré les iPhones et tout, là, qui utilisent des petits GPS comme les GPS Garmin et tout ça. Il y a des petits utilitaires ici qui sont assez bien connus, là, comme DNR GPS qui n'a pas de limite de points, qui peut vraiment importer les fichiers directement des shapefiles et tout. Sinon, GPS Utility, la version gratuite elle est limitée à 100 points, mais si vous faites le ménage assez souvent de votre GPS, vous n'aurez jamais de problème à
à exporter les données. Puis il y a d'autres petits logiciels comme GPS Babel qui, lui, va être excellent pour convertir des données. Si vous avez un shapefile, un GPX ou toutes sortes de formats de fichiers selon que vous avez un GPS d'une autre marque qui utilise un autre format de fichier, lui, il va très bien faire le travail. Et les applications mobiles, je vais passer vraiment rapidement. Il y en a plusieurs, j'ai déjà énuméré rapidement. Tout ce qui était au niveau des logiciels de gestion de champ, ils ont pratiquement toute une version mobile comme Champ Pro, mobile de FAC, le GIAG qui a travaillé dessus. Disponible sur iOS et Android, les tablettes, téléphones intelligents. Geofolia va avoir une version mobile aussi, FarmWorks, SMS, ils ont tous des versions mobiles. Au niveau des logiciels moins spécialisés en agriculture, il y a toujours Google Earth qui peut être vraiment pratique. C'est facile d'exporter une carte de rendement, par exemple dans SMS, en format Google Earth. Et ensuite, avec des petites applications comme KMLZ, ToEarth, ou vous allez en trouver plein d'autres qui vont permettre de convertir dans un format que votre téléphone, votre tablette va être capable de lire. Donc, ça, c'est possible. Il y a des GIS pour téléphone intelligent, tablette, c'est un peu moins performant. Sinon, il y a Agpad, qui est un logiciel qui est de plus en plus utilisé, qui est développé ici par des producteurs. C'est vraiment intéressant, là. Si c'est quelqu'un qui veut pousser ça plus loin, il y a un abonnement annuel, je crois que c'est 100 $ si je ne me trompe pas. Et il y a son pendant plus américain, le FarmPad, qui est développé par FarmLogic. Sinon, il y a le logiciel Evernote, qui est un logiciel pas du tout agricole, mais pour prendre des notes, par exemple, prendre beaucoup de photos, pour prendre des notes, mais tu peux les loguer dans Evernote puis structurer toutes tes notes directement. Donc, ça peut être pratique, ça aussi. Et au niveau des applications web, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a infosol.ca qui est une richesse d'informations incroyable. Il y a pas mal toutes les données que vous avez vues tantôt dans l'Atlas géographique de Montérégie se retrouvent là-dessus. Et c'est un projet qui est rendu interrégional, donc c'est pas juste à Montérégie, il y a des mises à jour constantes qui se font, avec des données de relief, le cadastre, pédologie. Donc quand vous dites il manque des données, par exemple, pour faire du taux variable, aller chercher des images aériennes et tout, tout ça est disponible gratuitement quand que vous créez un compte sur Infosol. Donc, il y a beaucoup de mises à jour. S'il y a des données qui ne sont pas présentes, souvent, comme les orthos 2014, ça ne fait pas longtemps qu'ils sont rentrés dessus, là. On avait des traitements, mais là, maintenant, ils sont disponibles. Et il y a plein d'outils comme les vues de profil pour créer des buffers, des zones tampons, module d'impression, puis un module hydrologique qui va venir. Donc, je vais passer plus vite parce que j'ai plus de temps. Au niveau des manufacturiers d'équipements agricoles, un peu la solution à tous ces formats de fichiers-là et tout, ça s'en va vers le cloud computing, la télémétrie des équipements. Bien, ça va s'intégrer un peu. AGCO a une vision de gérer tous les formats de fichiers de tous les manufacturiers. MyJohnDeere.com, Trimble, Connected Farm. Plus la télémétrie, mais ça inclut aussi une portion de logiciels puis gestion des données, semblerait-il plus ou moins selon le manufacturier. Donc ça peut être assez encourageant pour l'avenir. Et conclusion, la donnée générée par tous vos systèmes est précieuse. Si vous avez des données qui dorment dans vos écrans GPS de batteuses ou de tracteurs, l'hiver, c'est un bon temps pour prendre le temps de regarder ça. Ensuite, il y a beaucoup d'outils, ce n'est pas une liste exhaustive que j'ai présentée, mais n'empêche que selon l'objectif poursuivi puis les logiciels utilisés, il y a toujours moyen d'être capable d'extraire les données puis de les valoriser. Donc, pour le conseiller, c'est un peu plus difficile parce que selon qu'il y a plusieurs producteurs qui vont utiliser plusieurs systèmes, inévitablement, il va être presque obligé de travailler avec plusieurs systèmes. Mais pour le producteur, lui, c'est possible de, mettons, faire un choix, de dire si j'ai un système AgLeader, je vais utiliser SMS, puis je vais tout gérer mes données dedans. Si j'ai un capteur John Deere, Apex, il est capable de les donner aussi. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter chacun des systèmes en fonction des formats de compatibilité des logiciels. Donc, ici, c'est juste quelques liens pour ceux qui téléchargeront la présentation, enfin, les logiciels quelconques que j'ai présentés. Et je reste disponible pour toutes vos questions. Merci. Merci beaucoup, Thomas. Merci.